Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle. C'est un triste jour pour moi, mesdames et messieurs, parce que c'est la dernière de Alex. Ben non, mais on a quand même encore un show à faire. On a quand même encore une émission bien chargée pour les gens. Je veux savourer chaque moment. On pleurera à la fin. On pleurera à la fin. Mais je veux savourer chaque moment de cette dernière émission avec toi, Alex. Écoute, je sais pas quoi dire. Tu m'abandonnes comme ça, comme un vieux déchet. Ben non, quand même pas. Pas encore vieux, ça, cette année. Mais tu nous laisses... tu peux expliquer pourquoi tu nous quittes? Ben oui, ben c'est en fait, ça fait déjà quand même 2 ans et demi que je suis ici, que j'ai la chance de pouvoir vous parler à chaque semaine de façon hebdomadaire pour TV Laval Nouvelle. Et bon, j'ai un nouvel emploi dans un grand réseau de télévision qui m'attend. Alors, c'est un peu grâce à vous que je peux maintenant pouvoir exercer de manière encore, disons, à plus grande échelle, je vais le dire comme ça, ce métier-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir permis. Puis je salue tous les gens à la maison, tous les gens également de TV Laval, de m'avoir permis de pouvoir apprendre les rudiments de la télévision. Alors, on a encore un show à faire, on garde le sourire, puis à la fin, on pleurera. On est très fiers de toi. C'est bon, merci. Bonne émission. Une hausse de tarifs du taxi qui ne fait pas l'unanimité. Les tarifs pour une course en taxi augmenteront de 2,5 % à compter du 1er juin à travers la province. Cette première hausse depuis 2012 ne fait pas l'unanimité, comme je vous dévoilais d'emblée dans l'industrie. Le président de Coop Taxi Laval, Georges Tanoux, est d'avis que, on n'avait pas le choix finalement de hausser les tarifs. Nous n'aurions pas pu les hausser de 8 à 10 % dans 2 ans, estime-t-il. L'augmentation aurait été beaucoup trop drastique d'un seul coup. Là, ça représente le coût de la vie, toujours selon ses dires. Et M. Tanoux ne croit pas que cette décision de la Commission des transports du Québec aura un effet négatif sur les clients. Toutefois, il admet que les chauffeurs devront perdre un peu de temps et débourser de l'argent pour modifier leur compteur. C'est certain que cela va créer du mécontentement chez nos chauffeurs, enchaîne-t-il. Et toujours en poursuivant dans cette nouvelle, cette augmentation sera appliquée à chacune des composantes tarifaires lorsque le prix d'une course est calculé par le taximètre ou l'odomètre, soit le prix de départ, le prix au kilomètre et le prix par minute d'attente. Le prix de la course passera ainsi de 14,47 $ à 14,85 $. C'est ce qu'on pouvait lire aussi dans cette annonce. Pour justifier cette hausse, la Commission des transports du Québec a fait savoir que les dépenses des chauffeurs ont grimpé de près de 6 % au cours des 5 dernières années. Le litre d'essence a d'ailleurs bondi de 10 cents le 3 avril pour atteindre 1,40 $ sur le territoire lavallois. Et depuis quelques semaines, le mardi semble la journée où le prix fait un bond important. D'autre part, des chauffeurs craignent que cette décision de la Commission des transports du Québec ne leur fasse perdre des clients qui se tourneront vers Uber. Tous les chauffeurs devront changer leur compteur à bord des véhicules. La facture évaluée entre 70 et 100 $ leur sera refilée. Et lors de l'audience publique, le comité provincial a également demandé au gouvernement de revoir la modalité de paiement des taxis. L'industrie doit avoir une nouvelle façon de calculer les tarifs, insiste Georges Tanoux. Par exemple, le temps d'attente avec la circulation beaucoup plus important que le nombre de kilomètres parcourus à Montréal, que dans les régions. L'industrie pourrait être fixée à l'automne sur la modalité de paiement et par voie de communiqué, la Commission précise qu'elle souhaitera notamment entendre les représentants de l'industrie du taxi sur la pertinence et l'opportunité de modifier les paramètres et leurs pondérations ainsi que les modules tarifaires lors des prochaines audiences qui se tiendront par ailleurs à l'automne 2018. Avec nos rythmes de vie effrénés, de plus en plus de gens souffrent de fatigue chronique. Et ce qui va avec, souvent, la fatigue chronique, c'est une baisse de libido. Bien, ça a un effet partout dans notre vie. Puis quand on sait souvent que dans nos couples, c'est souvent dans le top 3, dans le top 5 des priorités, c'est-à-dire de pouvoir justement se coller, se donner de l'affection. Mais c'est quand même important dans un couple pour garder la flamme. Mais bref, Ruxandra Georgescu du Studio Idolem. Bonjour, Salut. Bon matin. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Namasté. Namasté. Alors, tu nous parles justement de yoga et puis comment améliorer notre libido, je crois, et puis comment soigner la fatigue chronique, aider du moins. Oui. Et puis justement, parce que là, on parle de fatigue chronique, de vie sexuelle, et pourquoi les deux vont ensemble finalement, par où on peut commencer le lien effectivement là, pour peut-être préciser tout d'abord aux gens qui nous écoutent.
Bien, la fatigue chronique, ça se manifeste par différents symptômes comme les maux musculaires, la faiblesse, le trouble de concentration, la perte de mémoire, surtout la mémoire de courte durée. Des fois, une mauvaise digestion même. Mauvaise digestion. Il y a beaucoup de symptômes qui, par défaut, vont être des symptômes pour d'autres causes médicales, pour d'autres maladies. Mais une fois que tu élimines toutes ces maladies-là, puis que tu te ramasses avec tous ces symptômes-là, puis que tu es diagnostiqué comme ayant la fatigue chronique, là, tu peux seulement traiter vraiment du point de vue médical avec des médicaments, des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires, des somnifères. L'insomnie, c'est un autre symptôme de la fatigue chronique. Puis, il y a aussi la médecine chinoise, l'acupuncture, il y a aussi le yoga. C'est ça, il y a la naturopathie. Plus avantageuse que toutes les autres médicales, disons, les médicaments et tout ça. Oui, puis moi, je me demandais, pour régler ce problème-là de fatigue chronique, quand on fait appel au yoga, est-ce que c'est tant dans la posture qu'on va faire lors des mouvements ou c'est plus dans l'état d'esprit qui va faire une différence, c'est-à-dire méditation et autres, quand on veut peut-être régler par le yoga cette fatigue chronique? C'est sûr qu'il y a un côté émotionnel, la fatigue, le stress émotionnel qui va causer la fatigue chronique. Fait qu'il y a le côté mental qui va être soigné par la méditation que le yoga apporte, mais c'est très physique aussi. Puis les postures comme telles vont venir aider le corps à améliorer la situation puis à éliminer les symptômes. On parle de quelle posture, des postures comme tout ce qui est inversion. Tout ce qui est... Tout ce qui crée de la chaleur dans le corps. Tout ce qui crée de la chaleur dans le corps. C'est ce qu'on disait avant l'émission, j'avais froid. Là, il fallait que je fasse des positions pour créer une belle chaleur. C'est ça. OK. Mais oui, excuse-moi, continue. Tout ce qui oxygène le sang. Que tu as, mettons, une flexion avant. Tu as la tête qui est en dessous du niveau des hanches. Fait que ton sang, il va aller au cœur plus vite, plus facilement. Le cœur va relaxer, va prendre un petit break, puis le sang, il va s'oxygéner plus facilement. Fait qu'à ce moment-là, tu as un flot d'énergie. Une énergie nouvelle, finalement. Un renouvellement, exactement. Puis, tu étires en même temps tous les muscles du cou qui aident à la respiration, qui fait que tu as plus d'oxygène dans le corps. Puis, tu es en train d'élonger ta colonne. Okay. Ta colonne, quand elle s'élonge, bien, tu as un meilleur flot d'énergie dans ton corps. Ça, c'est vraiment de ramener l'énergie, l'oxygène dans le corps, parce que c'est sûr que si tu es fatigué, ton corps n'a plus d'énergie, sa priorité, c'est pas de s'accoupler. C'est pas de donner la vie. Exact. Mais avant de s'accoupler, il faut avoir chaud. Et d'ailleurs, il faut avoir de l'énergie. Mais il ne faut pas avoir froid dans la vie. C'est pas bon avoir froid. Est-ce que ça passe par... Parce que je veux aussi qu'on aborde le sujet de la vie sexuelle, mais est-ce que ça passe par le yoga chaud, justement, quand on parlait de pouvoir avoir chaud, de pouvoir se réchauffer, puis de pouvoir améliorer la fatigue chronique? Est-ce que le type de yoga comme le yoga chaud en est un bon exemple? Le yoga chaud en est un bon exemple parce que le yoga chaud va permettre au corps d'aller un petit peu plus loin que si tu n'es pas à la chaleur. Fait que tes muscles vont aller plus loin, tu vas être capable de compresser et décompresser. Aller juste un petit peu plus loin que sa limite, mais pas trop dépasser. Exact, mais c'est parfait, le yoga, parce que c'est un exercice physique, mais c'est pas trop intense. Exact. En fatigue chronique, je pense pas qu'il faut aller courir le marathon. Exact. C'est pour ça qu'on choisit le yoga comme thérapie pour la fatigue chronique, parce que ça aide sans faire mal. Ça vient oxygéner le sang comme il faut, ça vient réénergiser le corps, ça vient apprendre aussi l'immobilité, la stabilité, l'équilibre. Fait que tu fais trop, t'en fais beaucoup, puis ton corps lâche. Fait qu'en reculant, puis en prenant le temps de faire une chose à la fois, puis bien la faire, ton cerveau relâche. Va s'oxygéner, avoir l'oxygène. Il nous reste peu de temps, mais la vie sexuelle, donc, est-ce que ça a les mêmes impacts pour la femme que l'homme? Parce qu'on vit la façon d'aborder le sexe de manière différente, habituellement. Un petit peu. Un petit peu, hein? Faut dire, et on est chanceuse, ça a un petit peu plus d'effets et de bénéfices pour nous, les femmes. C'est ça! Bon, j'ai ma testostérone, c'est correct. Les inversions, ça va venir équilibrer la glande thyroïde, puis ça va venir aussi
stimuler les glandes rénales, les reins, la thyroïde, équilibrer la thyroïde, sécréter de l'adrénaline. Fait que ça va venir énergiser puis préparer le corps, améliorer la libido, dans le fond. Il y a beaucoup de postures, comme des postures où tes jambes sont croisées, puis comme la posture de l'aigle, mettons, où tes jambes sont croisées, puis tu presses tout ce qui est dans le plancher pelvien, qui va venir vraiment pousser le sang dans le plancher pelvien, puis va venir contracter les muscles, puis travailler les muscles du plancher pelvien qui améliorent les orgasmes. Fait que c'est fantastique. En plus, ça doit être bon pour les femmes qui viennent d'accoucher puis qui ont un petit relâchement à ce niveau-là aussi. Oui, absolument. Puis plus qu'on avance dans la vie aussi, c'est bon à pratiquer ça aussi. Donc, c'est bon pour tout le système endocrinien. Mais je pense pour tous les systèmes. Probablement. Mais en tout cas, chose certaine, peut-être une nouvelle thérapie de couple, aller faire du yoga ensemble. Les gars, allez-y, lâchez vos préjugés parce que c'est vraiment bénéfique. Et en plus, votre femme va juste avoir des meilleurs orgasmes. Alors, ça, si vous êtes doué, par exemple. Si vous êtes célibataire, c'est un très bel endroit pour rencontrer des gens. N'est-ce pas? Vous allez rencontrer des belles femmes en forme. Exactement. Alors, Roxandra, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et faites l'amour. Faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour et du yoga. Oui. Hey, namasté là-dessus. Namasté. Compensation pour les retards des trains de banlieue. Conscient des désagréments engendrés par les retards des trains de banlieue en début d'année, le réseau de transport métropolitain propose 2 choix de compensation à ses usagers. Ils pourront soit obtenir gratuitement 6 titres unitaires train qui seront envoyés par la poste ou un rabais de 30 % sur le coût d'un titre mensuel train ou tram de mai, juin ou juillet. Les abonnés du programme Opus Plus ou Opus Plus Entreprise pourront aussi se prévaloir du rabais lors de leur paiement, fait savoir la RTM dans un communiqué qui a été publié le 5 avril. La date limite pour recevoir sa compensation, attention, c'est le 31 mai. Pour la réclamer, les clients doivent donc avoir en leur possession le feuillet distribué par le RTM dans la matinée du 11 avril dans plusieurs gares au débarquement des trains en direction de Montréal ou à l'embarquement en direction inverse. Sur ce dernier sera indiqué un code unique à inscrire sur le site rtm.québec/RTM Action. Voilà. Alors, vous pourrez avoir plus de détails. Sur le territoire de Laval, des feuillets, d'ailleurs, toujours dans cette nouvelle, seront remis aux usagers de la gare de la Concorde de 5h45 à 9h45. Et les gens qui ne pourront recevoir le feuillet, vous serez invités à contacter dès le 11 avril le service à la clientèle du RTM au 514-285-5297 afin de vous procurer ce code nécessaire dont je faisais référence. Et le RTM se réserve toutefois le droit de refuser toute demande qu'il va juger inadmissible, mentionne-t-il. Nouveau dénombrement de l'itinérance sur l'île Jésus. Le 24 avril, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval emboîte le pas à 61 autres collectivités canadiennes et fait un appel au bénévolat pour dénombrer le nombre de personnes itinérantes en sol lavallois. 11 autres régions du Québec seront de l'aventure. À Laval, les participants se donneront rendez-vous au gymnase du 308 boulevard Cartier-Ouest. Chaque bénévole portera un brassard, sillonnera d'abord les grands boulevards de 2x2 de 18h à 23h, que ce soit à Saint-Martin, des Laurentides, au Curé-Labelle, dans Chomédé, Laval-des-Rapides et Pont-Viau. Les personnes intéressées à participer au dénombrement comme bénévoles doivent s'inscrire via le site Eventbrite sous l'activité Tout le monde compte, le slogan lancé par le ministère canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social. Le CI3S espère trouver encore une trentaine de bénévoles pour prendre part à l'exercice qui sera aussi encadré par la police de Laval. Les gens expérimentés seront jumelés à ceux qui le sont moins pour des raisons de sécurité. La fondatrice du blog Ma Banlieue, qui vise à promouvoir les événements et les entreprises de la Rive-Nord de Montréal, se lance dans l'événementiel en mettant sur pied un marché, le marché Ma Banlieue. Bonjour Stéphanie Robillard, Sarganis, oui. C'est bien Sarganis. Oui. Et on reçoit aussi Florence Brunet, qui est une artisane à ce marché-là, qui a une gamme de produits, ma foi, qui a l'air exceptionnelle. Oui, 2 cosmétiques. Donc, Stéphanie, tout d'abord, parle-moi. À part de ne pas dormir. Depuis quoi, un mois ou 2, peut-être depuis plus? Novembre. Depuis novembre, OK. Ouais. Donc, c'est un gros projet quand même. Ça va bien. Gros projet, et puis tu l'organises seule. Oui. En fait, oui, j'ai lancé l'idée en novembre. C'était une petite idée comme ça que j'ai eue parce que je me retrouverais pas en ce moment dans l'offre des marchés artisanaux de la région. Puis, j'en ai parlé avec
la centrale des artistes qui m'ont dit que oui, ils étaient partants pour me donner un coup de main. Donc, la directrice générale me sert de mentor en ce moment. Donc, pour le marché éphémère, Ouais. 5-6 mai prochain, Église Saint-Gilles, mais peut-être expliquer ce que c'est ma banlieue à la base, parce que ça part de ça, je pense, Oui. de ce blog-là. Ma banlieue, la déclinaison se fait pour le marché éphémère par la suite, mais peut-être préciser ce que c'est, ma banlieue, tout d'abord. Ma banlieue a été lancée en octobre 2016. Moi, je blogue depuis déjà quelques années. Puis, je trouvais que la Rive-Nord de Montréal, notamment Laval, n'était pas représentée suffisamment dans les médias. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours habité à Laval, j'y habite encore. Donc, voilà, j'ai lancé le blog Ma banlieue. Parce que je trouve qu'on parle souvent de Montréal, on parle souvent de ses restaurants, on parle de Ouais. sa vie Ouais. mondaine ou plus, tu sais, de la vie des bars, la vie tout ça, Ouais. Jet Set plus de Montréal, mais on dirait qu'on en oublie justement que Laval, de plus en plus, il y a, avec la Place Belle, il y a un développement qui se fait aussi. Il y a un développement, puis tu sais, il y a vraiment des entrepreneurs qui sont incroyables. On a des commerçants, des restaurants, des événements de plus en plus aussi. Puis j'écris souvent des articles avec un ton un petit peu autodérisoire parce que je sais que Laval, on est souvent stéréotypé. Ouais. Parce que ça, je me demandais- Bill du douchebag, là, Ouais, je veux ouais, dire, même c'est pas, ça. faut le dire. C'est là. ça, je me demandais, ton blog, ça traitait de tout ce qui se passe à Laval Ouais. et Ouais. sur la Rive-Nord. Restaurant, Seulement j'ai- des artistes. Mais est-ce Ouais, que tu j'ai es une lu ça. artisane toi-même? Tu es une artisane de l'écriture? Oui, bien c'est ça. Moi, en fait, je vais être présente au marché. Ben, je suis l'organisatrice, mais j'ai aussi écrit un livre en octobre dernier, donc je vais pouvoir le vendre sur place. C'était à quel sujet, le livre? Ah, ça va falloir le lire. Mais là, tu nous l'as J'ai pas pas apporté. Il est sorti? Oui, il est sorti Oh depuis mon octobre. Dieu, ça, c'est impressionnant. Une fille qui écrit un livre, Ouais. une fille qui passe à gamme de produits et vous êtes mes exemples Ben de ce que oui. je veux faire. Ben, Je suis tellement jalouse en ce Ben, moment. moi aussi, vraiment, je trouve qu'il y a du beau talent puis, de nos artisans. Puis je veux pas non plus l'amener dans un dessin négatif, mais c'est parce que souvent, le mot artisan, Ouais. artisane, on pense à des gens à la retraite qui se développent une passion. Par exemple, on peut penser à la sculpture sur bois. Bon, il y a plein de magnifiques talents aussi, mais de nos jeunes, comme toi, Florent, je détourne un peu de l'attention vers toi, mais justement, parle-nous de tes produits, puis pourquoi ce goût de t'investir dans une passion comme celle-là, l'artisanat? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été une fille de projet, vraiment beaucoup. Donc, je prends quelque chose à A, je l'amène à Z. Une entrepreneur Oui, dans l'âme. oui, vraiment. Donc, je faisais déjà mes produits. Et puis, à un moment donné, un peu un mélange de hasard, puis de choix, j'ai décidé que je lançais ça, puis que je prenais ce petit projet-là, hobby, en entreprise. Donc, quand on parle effectivement, tu sais, d'artisanat, à mon niveau, c'est mon travail. Donc, c'est vraiment... C'est ma vie de tous les jours. Donc, c'est tes recettes Oui, oui, oui. que maintenant que tu fais faire à plus grande échelle, j'imagine. Je fais encore. Tu les tout fais à encore? la À la main. main. Oui, OK. bon, des fois, je me Un petit peu d'aide. Ouais, c'est ça. des employés. Mais c'est mes recettes. On développe tout. Et puis après ça, on fait tout à la main jusqu'à coller l'étiquette. Là, OK. Comme Donc, des produits c'est beauté, possible, santé. c'est possible, c'est fantastique. C'est ça, c'est possible, comme des produits là, de... Ça, c'est de la crème hydratante. OK. Donc, savon, crème hydratante, c'est des produits qui sont super versatiles. Donc, on va pouvoir l'utiliser peau, visage. Type, Oui, Ça doit exactement. être quand même assez naturel, j'imagine. C'est tout naturel, le plus possible bio, le plus possible équitable, puis Pas trop d'agents de réutilisable. conservation. Et est-ce Ouais, que c'est exact. un peu aussi cette volonté-là également par le marché éphémère d'y aller avec cette pensée bio, cette pensée en général pour les différents artisans qui y seront? Puis si tu peux nous parler aussi un peu des différents secteurs d'artisanat qui vont Oui. être présents aussi lors de cette journée. En fait, moi, j'ai lancé ça justement parce que je suis de plus en plus consciente de ma consommation. On parle souvent de fast fashion, des magasins de grande surface qui vont copier les plus petits artisans. Donc, en ouvrant la porte à des jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises qui, eux, font des produits faits à la main, j'encourage l'achat local Ouais, aussi. aussi. Donc, vous pouvez... Quand vous allez venir, vous allez retrouver autant des bijoux, autant des chandails. J'en ai une notamment, Féministopia, qui fait des chandails avec des messages féministes. J'ai des broderies. On a C'est des plus pour produits les femmes, cosmétiques. de ce que je comprends. Bien, en fait, moi, j'ose pas genrer les choses, donc c'est vraiment ouvert à tous, mais c'est sûr que à 97 on est des femmes. Parce que j'avais vu ici plus d'une cinquantaine d'artisanes. Oui, bien, c'est parce pour que ça depuis qu'on est petite, on apprend que le masculin l'emporte, Ouais. mais là, à 97 Le féminin l'emporte. moi, j'aime dire J'aime que... ça. Ben, je suis d'accord. J'aime Moi, ton je suis attitude. Mais c'est vraiment ouvert à tous, hommes, femmes, tous les gens. Et je retenais aussi cette chose très importante, c'est qu'il y aura une mission en quelque sorte philanthropique Oui. à l'événement. C'est parce que vous Oui. amassez des fonds
fonds, il y a une partie des fonds amassés qui rentrent pour une fondation, la fondation des enfants de l'école Jean Piaget. Oui, pourquoi justement donner une partie de l'argent et pourquoi cette fondation précisément? Parce que moi, je travaille à l'école Jean Piaget comme éducatrice spécialisée. Et puis, alors, c'est une fondation qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je sais qu'il y a des besoins au niveau... C'est une école spécialisée pour enfants qui vivent en situation de handicap. Et j'en ai parlé avec les artisanes, puis tout le monde était prêt à cotiser, puis on va faire un gros panier, puis tous les fonds, on va faire un tirage, puis les billets, l'argent des billets va aller à la fondation. Ben, bravo, belle mission. Merci. Stéphanie, bon, de toute évidence, c'est beaucoup de travail. Et puis, tu es en train de devenir cinglée avec ça, à faire de l'insomnie. Oui. Mais ça reste ton bébé, puis t'aimes ça, j'imagine. J'adore ça. Est-ce que tu vas faire une deuxième édition? Bien, honnêtement... Ça pourrait être un rendez-vous Ça pourrait être un rendez-vous, oui. Même peut-être biannuel. Oui, c'est ça, exact. Genre, temps des fêtes, je sais pas, tu sais, on lance ça dans l'univers, mais je pense que... Vous êtes deux sources d'inspiration, Stéphanie et Florence. Merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Plus de 109 000 $ pour des projets dédiés aux aînés. 6 regroupements de Vimy ont vu leur projet pour les aînés être acceptés dans le cadre du nouveau programme Horizon, un investissement qui se chiffre à 109 753 $ dans la circonscription de la députée Eva Nassif. Avec les dollars, l'organisme Senior Citizens and 55+ of Chaumédé pourra rénover ses cuisines et acheter de nouveaux appareils ménagers, alors que Place des aînés proposera de nouvelles activités physiques aux aînés ayant des besoins spéciaux en compagnie d'un kinésiologue. L'argent servira notamment à rénover les espaces communs dans le but d'offrir ce service. Des activités d'exercice et de stimulation cognitive seront développées du côté de l'Association lavalloise des personnes aidantes. L'Église arménienne se procurera des ordinateurs, un piano et des échiquiers, et les tisserands de Laval partageront leur passion grâce à un métier à tisser motorisé, assisté par ordinateur et d'autres équipements. Finalement, le centre Le Rendez-vous des aînés utilisera ses fonds pour remplacer l'équipement de cuisine qui sert au repas communautaire. Lancé en 2004, le programme Nouveaux Horizons du gouvernement canadien a financé près de 21 600 projets depuis ses débuts, dont plus de 1 880 pour la période couvrant 2017-2018. Notre gouvernement est fier de collaborer avec des organismes comme le vôtre qui font participer les aînés et des projets locaux leur permettant de faire profiter leur collectivité de leurs compétences, de leurs connaissances et de leur expérience, a déclaré la députée qui rendait public le 5 avril les projets lavallois au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos. Elle a également mentionné que le palier fédéral doit établir des partenariats avec les collectivités et travailler sur le terrain avec les organismes locaux pour mieux soutenir les aînés. Il y a eu la course des cocos de Pâques récemment, avec Pâques et le début d'avril. Une autre course auquel vous êtes conviés en territoire lavallois, c'est très populaire. Puis je suis content parce que, tu sais, je suis devenu un petit peu intime avec lui. Je pourrais l'appeler même BDB. C'est Benoît Fleury-Desjardins Baudouin. Salut Benoît. Bonjour. Tu es un habitué du TV Laval Nouvelles. Oui, coordonnateur des communications et des événements à champfleury.qc.ca. L'Association des résidents de Champfleury. C'est parce que, évidemment, tu pourras peut-être te rebâtir une carrière de MC, de rappeur. Fait quoi qu'il y a de la danse urbaine, il y a de la danse hip-hop que vous donnez comme cours. Exactement. En tout cas, t'es rayonnant dans ta chemise bleue. Merci beaucoup. Allez, on va arrêter de donner de l'amour. On va parler des courses. Mais quoi que je t'aime beaucoup. Mais La 10e édition de la course qui sera le 22 avril. Oui, exactement. Course de Laval de Champfleury. Est-ce que justement d'emblée, pour cette 10e édition, vous avez tenu à souligner ce chiffre-là marquant? Oui, absolument. On a fait beaucoup de moyens cette année pour souligner le 10e anniversaire. Donc, notamment, on prend un virage vert cette année. Donc, on essaie d'être beaucoup plus écologique en collaboration avec la Ville de Laval, la Brigade verte, le service de l'environnement. Aussi, on a peaufiné les médailles, donc des plus grosses médailles en métal cette année. Chacun a sa médaille, je crois. Oui, chaque participant a sa médaille. OK, peu importe le trajet, parce qu'il y a de nombreux trajets que les gens peuvent faire. 1, 3, 5 ou 10 km, tout le monde a sa médaille. Donc, pour les gens en forme et moins en forme... Peut-être ceux qui sont initiés, les familles, les 1 km avec les enfants, des fois, c'est le fun de le faire. 3 km, c'est rare. C'est bien. Oui, mais il y en a beaucoup qui aiment le 3 km.
Donc, c'est la première course printanière à Laval. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup le temps de s'entraîner, c'est sûr que le 3 km, c'est une bonne option. Souvent, c'est la première remise en forme, justement, après l'hiver. On est plus casanier. Il fera pas trop chaud en plus. Exactement. C'est comme vraiment dans la bonne période de l'année. Puis, il y a aussi une boîte à lunch santé. C'est ça. Ça, c'est offert par Métroplus Sainte-Rose. Chaque participant a une médaille et une petite boîte à lunch santé. Donc, une pomme, une orange, un petit jus. Et cette année, on essaye d'enlever la bouteille d'eau, puis avec une petite barre tendre. Moi, je me demandais, parce qu'après 10 éditions, l'année passée, 1460 coureurs, les alentours qui ont participé donc à la 9e édition. Cette année, je pense que vous êtes en voie de pouvoir dépasser ce cap-là, je pense. Oui, pour la 10e édition, on essaye d'avoir un record. On aimerait ça atteindre le 1600 coureurs cette année. Vous le souhaitez, mais est-ce qu'il y avait possibilité, à un moment donné, est-ce que vous avez songé allonger le tracé, c'est-à-dire faire un 22, un demi-marathon, ou parfois, quand on arrive à une 10e édition, ça va bien, on est rodé. Est-ce que c'était anticipé pour vous? Est-ce que vous y pensez? On y a réfléchi, on y réfléchit encore. On s'est assis avec la Ville de Laval, savoir si c'était possible de le faire. Pas pour la 10e édition, peut-être pour la 11e, peut-être pour la 12e. On le garde en tête, mais ce ne sera pas pour cette année. C'est quoi les enjeux au niveau logistique? C'est juste de trouver le trajet ou de... C'est de trouver le trajet. Aussi, il y a beaucoup de sécurité à faire, de rues à fermer, plus de police à avoir, plus de balisage. Donc, on est en réflexion à ce sujet-là. OK. Donc, on va surveiller ça parce que c'est un bel événement. Puis, je veux dire, déjà en voyant le nombre de coureurs et le nombre d'éditions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient réceptifs à ce genre d'initiative de votre part. Oui, absolument. Parlons vente de garage maintenant. Le 26 mai 2018, que ça s'est remis au 27 en cas de pluie. En cas de pluie, oui. Moi, tu avais l'air au courant de la vente de garage. C'est le 26 mai, je suis au courant parce que à chaque année, c'est devenu une tradition de se parler. Puis c'est une tradition pour vous aussi de faire le ménage. Tout le monde amène leur vieux stock et puis on se regroupe tout le monde ensemble. Oui, on a 150 sites qu'on loue pour les vendeurs qui veulent venir vendre tout ce qu'ils ont chez eux. Donc, les locations des sites commencent le 30 avril. Et ça se poursuit jusqu'à temps qu'il ne reste plus de place. Habituellement, en 2 semaines, les 150 sites sont déjà vendus. Mais là, il reste un peu de place encore pour ça commence le 30 avril, la location. Si je ne m'abuse, la cour de l'école L'Envolée, c'est un des lieux chefs, si on peut dire comme de l'événement. C'est ça. Les 150 sites sont dans la cour de l'école L'Envolée. C'est sûr que partout dans le quartier, il y a des gens de Champfleury qui se passent le mot, qui font aussi des ventes de garage dans la même date. Donc, partout dans Champfleury, c'est une grosse vente de garage. Moi, ce que j'aime à travers ça, c'est que ça développe, puis c'est un peu un des buts de votre association des résidents de Champfleury, c'est que oui, d'offrir, de bouger à toute personne, à tout type d'âge, des activités abordables, mais de créer une socialisation entre les voisins. Oui. Carrément. C'est comme un happening aussi, là. Exactement. La mission de l'association, c'est d'améliorer la qualité de vie des résidents de Champfleury et de ses environs. Donc, c'est sûr que la vie de quartier est très présente dans notre association. C'est ça. Donc, par le biais de ces événements-là. Exactement. Pour réserver sa location, c'est 25 si je comprends bien, pour les non-membres? Pour les membres, plus une table, c'est 25 pour les non-membres, c'est 35 Donc, 30 pour le site, 5 pour une table. Non, mais vas-y, Macha. Non, je regardais mes notes. Il nous reste peu de temps, mais je veux quand même, en 1 minute, dévoiler que pour présentement la session qui est commencée printanière depuis le 3 avril, toujours possibilité dans les programmes qu'il y a encore de l'espace de s'inscrire. Oui, absolument. Et si on projette, parce qu'il va y avoir un été, même si tu gèles présentement en studio, il y aura quand même un été et on peut s'inscrire pour les familles les camps de jour. Oui, absolument. Le camp de jour qui débute le 25 juin. Les inscriptions sont en cours. Donc, 9 semaines, 20 spécialités. Il y en a pour tous les goûts. Comme tu l'as dit, la session de loisirs, il reste encore de la place. Mise en forme, douce, adaptée, agriculture, sport. Il y en a aussi pour tous les goûts. Et de la danse urbaine. Avec BDB. Pour les enfants de 6 à 13 ans. Absolument. Merci beaucoup. Puis, ça fait plaisir. Bonne saison estivale. BDB. Exposition des projets des finalistes du concours d'architecture du complexe aquatique de Laval.
À quelques semaines du début des travaux de construction de ce complexe aquatique tant attendu, les citoyens sont invités à l'Hôtel de Ville pour voir l'exposition mettant en valeur les plans conceptuels des 4 finalistes du concours d'architecture, incluant la maquette 3D du concept lauréat. En 2016, la Ville de Laval avait lancé un concours d'architecture pluridisciplinaire à caractère national pour la construction de son complexe aquatique. Après un processus rigoureux de sélection, 4 finalistes ont effectué des présentations publiques devant un jury. Le consortium NFOE-HCMA a été nommé lauréat du concours. C'était en janvier 2017. Rappelons que le complexe aquatique sera situé sur l'avenue Terry Fox, dans la partie nord-ouest du centre-ville, au cœur d'un pôle à caractère sportif, scientifique et culturel. La fin de la construction est prévue en 2020 afin d'accueillir la finale des Jeux du Québec. Nous retrouvons notre cher Alex Hadou qui vend tout. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour nous donner 10 conseils pour vendre sa maison rapidement. Alors, c'est d'actualité dans ma vie. J'ai hâte d'entendre tes conseils, Alex. Je pense que c'est d'actualité à chaque chronique qu'on fait. T'es pas vendu encore. Je veux que tu viennes vendre ma maison à Sorel. Mais c'est pas c'est pas vraiment dans ton quadrilatère, ton secteur. Mais ce que je pourrais faire, je pourrais te donner des conseils pour essayer de vendre un petit peu plus rapidement. Ouais. J'aimerais bien. Moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, le premier conseil, et là, je peux pas le suivre, puisque c'est de bien choisir son courtier immobilier. C'est toi que je veux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? mais en ce sens que, pourquoi justement, puis ça va paraître peut-être un peu banal, mais pourquoi le courtier a fait une différence dans la vente ou non d'une maison rapide? C'est parce que c'est son expertise pour le secteur qui est important, dans le fond. Tu sais, on peut pas aller chercher un courtier du centre-ville pour venir vendre, exemple, un condo ici à Laval. C'est parce que ce ne sera pas, dans le fond, il n'y a pas les connaissances, il n'y a pas la clientèle, il n'est pas habitué dans le coin, il ne connaît pas le coin, il ne connaît pas, tu sais, tout le fait, dans le fond, qu'il ne connaît pas toutes les affinités du secteur. Ça va faire en sorte que... Et souvent, c'est peut-être ça d'ailleurs, toi aussi, peut-être que ton prix n'est pas réaliste si tu si tu ne le vends pas, mais... Il est très réaliste. Il est très réaliste, c'est quoi, tu le vends à perte? mais si je te pose la question, parce que souvent, il y a des maisons, on voit en vente, puis que le prix a baissé, par exemple. A baissé. Là, j'imagine que ça devient les acheteurs, les futurs acheteurs potentiels qui ont le gros bout du bâton parce que le vendeur veut vendre rapidement. Mais justement, comment éviter ça? Comment se fixer un prix qui est réaliste? Quand la maison est longtemps sur le marché. C'est pas bon signe. Le monde, il se pose des questions. Elle est comme brûlée. Dans notre jargon immobilier, on dit qu'elle est brûlée, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Mais ce qui est important, c'est de faire une bonne mise en marché dès le début. Dans le fond, et comment la faire, cette mise en marché-là? Se fier au comparable puis mettre un prix pour vendre et non un prix pour tester le marché. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Moi, essayer le plein prix, si ça ne marche pas, on va le baisser. » Ben non. Tu brûles la maison. C'est ça, tu brûles la maison dans un certain sens. Mets le bon prix du début, puis ça va partir rapidement. Là, Alex, je reviens à ton point numéro 1 pour faire le lien, mais est-ce qu'un bon courtier immobilier peut racheter ça, une maison qui est comme brûlée, ramener le coût? Ce qu'il peut faire, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il mette le bon prix pour pouvoir, dans le fond, la vendre. Mais être un bon vendeur, ça fait toute la différence. Et parfois, on voit aussi des gens qui tentent par eux-mêmes de vendre la maison, des particuliers par eux-mêmes. Par la suite, n'étant pas satisfaits, font appel à des courtiers. Ils finissent avec un courtier, c'est bien ça. Et justement, est-ce que c'est un danger faire ça? Bien, c'est pas un danger, je te dirais, c'est plus que tu vas plus perdre ton temps. OK. Tu vas aller chercher une clientèle qui n'est pas nécessairement sérieuse. Tu sais, une clientèle qui font du lèche-vitrine. Une clientèle qui va juste visiter pour visiter. C'est du travail, là. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, faire le ménage à chaque visite. Et puis, on n'a pas, je dis on, en tout cas, moi, on n'a pas nécessairement les compétences d'un courtier immobilier. On n'est pas tous très bons vendeurs. Et en plus, on a une énergie peut-être un petit peu trop désespérée quand on veut vendre notre propre maison. C'est bien ça, mais aussi ce qui est important... Moi, je me suis pas risquée. Ce qui est important, c'est que la plupart du temps, quand on essaie de vendre par soi-même, c'est que quand le client vient visiter, le lendemain, le vendeur, il veut pas rappeler pour faire un suivi, il est comme orgueilleux. Ça ne tente pas. Ben, c'est ça. Et... Le courtier, lui, il va l'appeler. Ça ne dérange pas, il fait sa job. Vous n'avez pas d'orgueil, vous autres? Pas du tout. Non, c'est sa job. C'est sa job. C'est sa job. Avoir d'orgueil. Mais par contre, on parle depuis tantôt de valeur puis de vouloir la maintenir à un prix, de ne pas trop le mettre élevé, bon, de ne pas se tirer dans le pied comme on l'exprimait, mais
pour maximiser la valeur de sa propriété, comment on procède? Est-ce qu'on y va avec du home staging? Bien, ce qui est important, super important, épurer la maison, faire du home staging, ne pas mettre des couleurs foncées. Il faut que ça soit dégagé. Tondre le gazon. Ça, c'est le point 3, faire une mise en marché efficace. Mais ça oui, serait ça. c'est super important. Et ça. 4, nettoyer de fond en comble de grâce. Nettoyer. Quand vous rentrez dans la maison, il faut que ça sente bon. Faut pas que ça sente la cigarette. Là. Ça marche, ça? C'est les trucs de faire cuire une tarte? Puis... Ça marche. Oui? Ouais. Ça fait chaleureux, ça fait inviter, ça rappelle des souvenirs. C'est ça. Donc, faites cuire une tarte avant votre visite. On a des cours de cuisine. Et On va mettre ça à la cuisine. Si vous voulez pousser le vice, offrez un morceau de tarte aux visiteurs. Là. Encore mieux. Encore mieux. Et où ça, votre courtier? Vous l'oubliez. Oui, c'est ça. Il faut prendre soin de votre courtier avec sa bedaine. Mais connaître ses droits et ses obligations également, c'est important de savoir que lorsqu'on est un vendeur et un acheteur, on a des droits, on a des obligations également qu'on doit... Tout dépendant si vous vendez dans le fond par vous-même ou s'il y a un courtier. C'est sûr que s'il y a un courtier, il va s'occuper de toutes les, la paperasse, dans le fond, là, il va s'occuper de tous les documents. Mais si vous êtes laissé à vous-même, c'est sûr que moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler un notaire qui fasse la paperasse. Pas faire ça sur un bout de Kleenex, là, puis dire, hey, on s'entend sur X montant, bien faire son offre d'achat, là. Tout à fait. Et tout savoir sur la paperasse, voilà. Numéro 9, vendre d'abord, acheter ensuite. C'est bien ça. Il y a beaucoup de monde qui sont très, très émotionnels. Ouais. Ils voient la maison de leur rêve, Ouais. ils décident de l'acheter. Puis là, par la suite, ils mettent leur maison en vente. Erreur. Et ça brise des ménages. Ça Mais là, brise, tu te ramasses à vraiment. payer 2 hypothèques. Certainement. Puis ce qui se passe, c'est que tu vas mettre ta maison pour un prix pour une vente rapide parce que tu as déjà acheté. Tu es avec 2 Là, hypothèques. t'es perdant sur toute la ligne. Et aussi pour... Puis tu sais, là, je vais me faire l'avocat du diable. J'en suis certain qu'Alex, tu es un homme exemplaire dans ta démarche et dans ton métier en général. Mais... et non, je n'ai pas recours à lui. Je suis même pas têteux. Je sais qu'il est super bon. mais tu sais, c'est important de suivre de près son courtier parce qu'il Certainement. y a partout des gens malhonnêtes. Certainement. Super important. Dans le fond, il demandait un rapport de visite hebdomadaire, des comptes rendus des visites. Tu sais, pas le lâcher, le courtier. C'est bon de donner un Je suis petit pas coup de supposé vous pression. dire ça, mais tu sais, il donnait de la pression Ouais. si vous voulez vendre, évidemment. Là. Donnez-lui la pression. Ça me dérange pas. Il y en a des fois qui peuvent avoir un petit relâchement. Quand ça marche moins avec une maison, ils vont moins la pousser, Ils j'imagine. vont moins la pousser, ils vont moins s'en occuper. Mettons, je vous donne un exemple, un courtier qui a une maison à vendre puis qui est un petit peu overpricé, plus cher que le prix demandé. Bien, c'est parce que tu n'as pas de visite, tu n'as pas d'activité. Fait que la plupart du temps, le courtier, ce qu'il va dire, ah, il n'y a pas de visite, je m'en occupe pas. Donc, fais un suivi avec ton client, rappelle le vendeur, dis-lui, mettons, on baisse-tu le prix, envoie-lui un rapport hebdomadaire. Est-ce que tu peux tout par toi-même trouver des gens qui voulaient la visiter, qui veulent la visiter, la maison? Parce que des fois, je sais que les courtiers aiment mieux choisir eux-mêmes leur propre personne qui la visite, là, mais est-ce que si tu interfères un petit peu de ce côté-là dans le travail du courtier, ça te dérange le courtier? Ou Ben, moi, personnellement, ça me dérange pas, mais il y a beaucoup de courtiers qui vont dire non, laisse-moi faire mon travail, fais ce que tu as à faire. Là. Ouais. Tu sais, moi, ça me dérange pas qu'ils mettent un petit peu de pression puis qu'ils me disent hey, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Ça me dérange pas. Moi, je suis là pour vendre, moi, je suis là pour faire ma job. Et ça reste pas longtemps sur le marché avec toi. bien. C'est ça. C'est ça l'affaire. Merci beaucoup. Puis Merci. évidemment, on est dans la plaisir. grosse saison dans les prochaines semaines de vente de maisons, d'acheteurs. Alors, On est dans le high season en ce moment. Exact. Si jamais tu déménages à Sorel, Ah, fais-moi je vais y signe. passer, je vais y passer. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Avec le scandale Facebook, on a assisté au premier vrai dérapage de l'ère des mégadonnées. J'aimerais ça que Rarez Bourlacou, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que tu résumes rapidement ce scandale-là, justement. des Cambridge mégadonnées. Analytica, c'est Voilà. important de le mentionner. Puis c'est parce que c'est plusieurs millions d'abonnés Facebook qui ont été... 80 millions à peu près, c'est ça les chiffres qu'ils nous donnent. Le scandale, ça éclate pourquoi? Parce que semble-t-il qu'on utilise des données personnelles à des fins politiques. That's it, that's all. Mais ça, les gens le savaient déjà. Et peut-être précis... Faut vivre un peu dans le déni Oui et de non. s'imaginer Je pense qu'on que oui et donne non. toutes nos informations puis que ça sert à Mais rien. Rara, je peux peut-être expliquer aussi ce que c'est pour ceux qui sont des premiers initiés, ce que c'est des mégadonnées également, parce que c'est large comme terme. Oui, si vous voulez faire une discussion plus philosophique, les mégadonnées, c'est des informations qui s'accumulent en vitesse de la lumière. Si vous voulez la métaphore, quelqu'un comme Eric Schmidt, le patron de Google,
nous disait que, par exemple, de 2005 jusqu'à 2010, pratiquement à chaque 2 ans, on double de quantité d'informations qui sont stockées comme jamais auparavant, comme tous les années, les millénaires, depuis l'année 0 jusqu'à 2005. Puis ça double à chaque... Mais il ne faut pas se leurrer, juste d'être sur Internet, là, on en laisse des traces. Là. Bien, tout à fait. Tu sais, si vous cherchez, par exemple, voiture achetée, voiture concessionnaire, vous allez avoir par la suite dans votre algorithme Facebook des publicités attitrées avec vos recherches. Par exemple, un autre exemple de mégadonnées. Vous vous abonnez, par exemple, à la carte Inspire de la SAQ, vous écrivez votre adresse courriel, vous écrivez quelques informations, adresse où vous habitez, c'est des mégadonnées. C'est des traces que vous laissez. En ligne, Effectivement. Puis avec l'archivage, avec le stockage, en passant, on suppose que les 80 millions de données volées sont stockées où? En Russie. En Russie. Et justement, ça ajoute encore plus derrière ça un mystère, une nébulosité à travers tout ça. Mais est-ce que, justement, c'est pas une bonne nouvelle en quelque sorte? J'essaie de me faire l'avocat du diable, puis je veux voir, c'est sûr, tes impressions, c'est toi l'expert, mais ce scandale Facebook, Cambridge Analytica, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Parce que ça nous démontre encore une fois que même des géants comme Facebook sont facilement déstabilisables et on peut facilement, pour des gens qui sont mal intentionnés, de pouvoir les envahir et qu'on n'investit peut-être pas assez dans la sécurité. Oui, d'ailleurs, ils ont pris des mesures, puis tout de suite, vous avez eu la liste de recommandations que Mark Zuckerberg faisait lui-même concernant ce qu'on appelle les données privées, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut toucher à l'intérieur de Facebook pour qu'on se protège encore. Le problème, c'est que même si on va effacer notre compte, vous savez, les données restent toujours là. C'est effectivement très facile à être placé. Mais moi, je réitère, je comprends pas, il est où le drame? Parce que tout le monde le savait. Moi, ça fait des années que je sais ça. Plus ou moins, je comprends. Quand je fais une recherche sur une ville et puis après ça, je vois plein de parce que c'est plus, de pubs de cette ville-là sur mon Facebook. Je pense pas que le moment où on fait notre page Facebook, si on l'a fait, notre page Facebook, on comprend pas que effectivement les gens sont capables d'établir un profil de notre personnalité. Qu'est-ce qu'on aime aussi, qu'est-ce qu'on aime, nos goûts, nos on est un signe de à des fins politiques. On parlait tantôt de corruption. On parlait de ça. Moi, ça me révolte. Moi, on va embarquer là-dedans. En dehors de la caméra, on parlait de corruption pour préciser un peu le sujet où je veux m'en venir avec ici sur le plateau. Et justement, dans le cynisme dans lequel on vit actuellement vers nos politiciens, puis il y a plein de scandales qui sont décrétés tous les jours ou presque. Ça ne sert pas, je pense, la cause pour la politique. Puis on sait qu'il y a des partis politiques qui s'en ont servi de ces mégadonnées-là. Alors, je veux avoir ton point de vue là-dessus. Oui, ça c'est vrai que les partis politiques, d'ailleurs, semble-t-il que même pour le Brexit, peut-être ça va sortir même pour la Catalogne, même pour l'indépendance de l'Écosse, les politiciens, les gouvernements, les partis politiques. Je savais même pas que ça servait en politique. Oui, ça servait en politique. La prochaine campagne électorale québécoise. Vous savez quoi? On dit qu'en utilisant les 150 données, si vous voulez, que vous mettez dans les pages Facebook, Instagram, etc., des algorithmes sont capables de vous tracer votre profil psychologique de bien consommateur ou de citoyen. Alors, en ayant très en profondeur, sont capables de sortir votre profil encore plus que votre plus proche ami, membre de la famille, Mais ça sert à quoi politiquement? C'est pour savoir qui allait flirter? Exactement, pour maîtriser les tendances politiques. Pour maîtriser les tendances politiques. Alors, c'est très simple. Les politiciens savent exactement quel type de préférence vous avez. Donc, ils peuvent vous adresser le message que vous désirez exactement, comme la bouteille de vin. Oui, comme le dernier budget très familial du gouvernement Couillard. Voilà. Mais ça, c'est une autre chose. Mais par contre, est-ce que, justement, c'est pas venu au gouvernement, je parle, par exemple, ici au Canada, le fédéral, le provincial, de légiférer là-dessus parce que c'est véritablement un Far West actuellement. Même Facebook se fait damer le pion. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous avez vu, c'était le Parlement britannique qui a demandé officiellement à Mark Zuckerberg de venir présenter un rapport. Il a été refusé. Mais par contre, le Congrès américain, non, vu que quand même c'est un Américain. Alors, il va faire d'ici bientôt une déposition. C'est parce que moi, je trouve ça un petit peu aberrant parce que je sais pas, je veux t'entendre là-dessus, mais je trouve que c'est un peu, pour avoir vu Zuckerberg
Zuckerberg parlait, il s'est montré comme un bon politicien, c'est-à-dire qu'il a sorti la cassette, il a dit qu'il a sorti tout ce qu'il faisait en son pouvoir, fait des efforts, il les assume. mais il n'y a rien de réglé concrètement non plus pour les gens. La situation actuelle dans laquelle on vit. Là. Oui, mais c'est pas une question qu'on règle d'ici demain matin, on s'en comprend, parce qu'il va présenter cela face à une commission du Congrès américain. Le Congrès peut-être fera de recommandations, puis là, bon, c'est sûr que le lobby, ils vont travailler également, mais c'est aux électeurs, finalement, de se prononcer, prendre une décision. Ça reste ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'argent qui mène. Oui, puis peut-être aussi le fait que Donald Trump tweet et ne Facebook pas. Donc, il va peut-être pas utiliser Facebook. Perd des plumes, comme surtout auprès des jeunes. Oui, mais on a vu hier, c'était Stefan Wozniacki, l'ancien de Apple, qui a effacé sa page Facebook. Plusieurs d'autres, c'est pas au moment... Est-ce que c'est vrai qu'ils ont accès à la caméra de notre ordinateur? Bon, ça, il faut parler avec des gens qui travaillent pour les services secrets en Mélie. Moi, j'ai un petit côté conspirationniste. Je parie que c'est vrai. Voilà. Mais merci beaucoup, Raresh. Plaisir. Salutations à tout le monde. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez absolument aller visiter l'événement carrière qui a lieu le 26 avril prochain au Centre de congrès Palace. Et on reçoit Éric Boutillier, qui est fondateur et président de l'événement carrière. Bonjour. 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 Et je trouve que ça commence bien l'entrevue et surtout pour, je pense, frapper l'imaginaire. Les statistiques, souvent, ça ne se dément pas comment ça peut apporter l'eau au moulin. Et justement, chiffres intéressants que vous nous avez apportés avant de commencer l'entrevue. Vous avez réussi à, disons, à faire trouver de l'emploi, à générer de l'emploi à beaucoup de monde sur le territoire lavallois depuis 1999. Là. Quoi, 50 000? On parle de 50 000 pour le territoire lavallois et même de façon plus globale là, pour les différents salons qu'on a organisés sur plusieurs territoires, Montréal, Laval. Ce chiffre-là vient du fait que vous avez à peu près 5 000 visiteurs par année? Environ 5 000 visiteurs par édition. Et en moyenne, on a à peu près 10 % des visiteurs qui arrivent à se trouver un emploi grâce à nos salons. Donc, on a, sur une centaine de salons qu'on a organisés depuis 18 ans, à 19 ans, ça fait à peu près 50 000 postes comblés. C'est quand même génial. Intéressant. Est-ce que cette année, ou depuis, disons, la première édition, votre l'événement carrière a pris une orientation différente avec la technologie, les emplois qui ne cessent finalement de changer puis de s'orienter vers des horizons nouveaux? Oui, bien c'est sûr que l'emploi, ça évolue beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont disponibles sur le marché. On sait qu'on connaît en ce moment une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas au Québec depuis 1976, fait que c'est majeur. Et toutes les entreprises dans plusieurs secteurs sont à la recherche de main-d'œuvre spécialisée. On parle de quels secteurs qui seront là lors de l'événement carrière, des gens qui nous écoutent, qui se cherchent un emploi? Bien, en fait, on a vraiment des emplois disponibles dans plusieurs secteurs. Manufacturier est très en demande, donc tous les postes reliés à la production, des postes de métier, c'est vraiment en demande. La santé, les services sociaux, ça revient, je dirais que de plus en plus, les établissements de santé recrutent. Est-ce qu'il y a vraiment 3 000 postes à combler? Il y a 3 000 postes à combler pour l'ensemble de nos salons qu'on va organiser au printemps, donc incluant le salon de Laval. On a aussi des salons sur Donc, on va là pas seulement pour avoir des conseils, là, vraiment pour peut-être décrocher un emploi carrément. Là. On peut faire des entrevues sur place. Oui, tout à fait. Les entreprises qui sont là, il y a 3 types d'entreprises. Il y a les entreprises qui embauchent, vraiment les employeurs. Ça, c'est les 3/4 de nos exposants. On a également des établissements de formation qui sont là pour offrir de l'information sur justement sur le marché du travail, sur la formation continue, parce que aussi on peut se former tout au long de notre vie. Puis il y a l'aide à l'emploi qui est plus axée pour les nouveaux arrivants ou les chercheurs d'emploi. Donc il y a notamment un organisme qui s'appelle le CEL, Service Emploi Laval, qui regroupe 15 organismes communautaires de la région de Laval et qui vont être sur place pour aider les chercheurs d'emploi. Et votre observation du territoire lavallois, quels sont les secteurs? On sait qu'on a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, pas très loin, il y a beaucoup d'usines aéronautiques. Est-ce que c'est dans ce sens-là où le secteur est spécifique, par exemple, à d'autres endroits de la couronne nord de Montréal pour l'emploi qui sont
rechercher finalement? Ben, je dirais que c'est quand même assez mixé, les entreprises qui sont présentes. Il n'y en a pas vraiment de secteur en particulier comme l'aérospatial. Oui, à l'occasion, on a des entreprises comme L3Mas, par exemple, qui viennent au salon, mais vraiment, c'est très varié. Il y en a pour tous les goûts, dans tous les domaines. Vraiment, tous les domaines, tous les niveaux d'emploi, que ce soit des postes qui ne requièrent pas forcément de diplôme, même de secondaire 5, jusqu'à des diplômes de baccalauréat qui sont demandés pour des postes en technologie de l'information. Même des postes dans les médias? Même des postes dans les médias. On pourrait peut-être y aller. Ah non, c'est vrai, toi, t'as trouvé... C'est ça. Mais il y a les salons de l'emploi virtuels aussi. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Parlez-moi de ça parce que c'est vraiment 2.0, je veux dire, à fin de point. Ben, c'est la nouvelle tendance aussi, surtout quand on va rechercher la nouvelle génération, là, on a les fameux milléniums, là, les milléniaux qui sont... qui sont difficiles. Plus devant un écran, là? Ben, mais qui écoutez, sont moi, sur je leur connais téléphone. pas ça. Là. Vous allez me dire c'est quoi les marchés de l'emploi en ligne, carrément. En ligne, c'est parce que maintenant, c'est vrai que les gens de plus en plus sont connectés sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leurs ordi. Puis, pour les rejoindre, ben, le salon virtuel, c'est une application, finalement, c'est un outil web qui permet qui représente un peu un salon physique, mais de façon virtuelle. Donc, il y a des stands virtuels, il y a la possibilité de clavarder, j'imagine. De clavarder en direct, même de Skyper avec les employeurs à distance. C'est sûr que là, ça limite toutes les barrières physiques, parce qu'on peut être au Saguenay puis postuler pour un emploi ici. Bien justement, est-ce que c'est pas la façon pour certaines régions, mais certaines villes aussi, puis de pouvoir aller faire migrer des gens dans leur région, de faire ça, de procéder comme ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment un outil qui permet d'aller chercher du monde de partout, vraiment de toutes les régions. Donc, un employeur qui peut être à Laval peut très bien recruter quelqu'un qui est à l'autre bout du Québec. Mais il y a l'espace immigration aussi pour les nouveaux arrivants qui doit aider à ce moment-là également. Oui, ben, l'espace immigration, ça inclut vraiment les organismes communautaires, les organismes en employabilité qui sont là pour offrir des services. Donc, la rédaction de CV, par exemple. Mettre son CV à la sauce québécoise, comme on dit. Là, il faut l'adapter. Et il faut se préparer aussi aux entrevues avec les employeurs. Fait que là, il y a des organismes qui sont là pour aider les gens. Comment se présenter à un employeur. Même pour les Québécois. Même pour les Québécois. Ça non, ferait pas de tort. Je peux vous dire que oui, puis au moins de se mettre une chemise, d'avoir l'air, tu sais, quand même mais tu sais quoi, pas dire. Exactement. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'on ramène souvent ça, mais il y a pour des gens que c'est pas facile. Et parlez-moi, parce que vous en avez vu des gens se présenter à votre événement carrière. Est-ce que c'est pas encore la meilleure façon de trouver un emploi, de serrer une bonne poignée de main, un regard visuel, de se regarder, puis de peut-être, avec Facebook maintenant, puis les médias sociaux, faites attention à ce que vous écrivez puis à ce que vous mettez. Est-ce que c'est ça encore la grande aussi, là, lettre de noblesse? Les employeurs vont voir les réseaux sociaux. Tout à fait. Les employeurs, quand ils font un recrutement, vont des fois regarder sur Facebook ou LinkedIn aussi. Bien sûr, c'est LinkedIn qui est un média social qui est plus professionnel. C'est très utilisé par les employeurs pour faire comme un peu de référence, de veille, pour voir un peu le profil du candidat. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on va publier sur les médias sociaux parce que ça va nous suivre pendant des années. Et un bon truc, je dirais, soyez souriant et vrai. Soyez vous-même. C'est vrai. Et authentique, oui, parce que c'est souvent plus intéressant d'engager quelqu'un qui est vrai, avec qui ça va être agréable de travailler. Pas un air bête. C'est tout à fait vrai. L'attitude, c'est très important. Vraiment. Le sourire, serrer la main, regarder l'employeur droit dans les yeux, c'est quelque chose qui est important quand on cherche un emploi. À compétence égale, on va choisir le souriant puis celui qui a une belle énergie. Oui, l'entreprise, c'est ce qu'elle va chercher. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Et je rappelle en quelques secondes, l'événement carrière s'est présenté Centre de Congrès Palace le 26 avril. Alors, plusieurs emplois comblés. Vous pourriez en profiter. Notre cher Nicolas Vincent Poirier doit vraiment nous aimer beaucoup, beaucoup, parce qu'Alex et moi, on voulait vraiment qu'il parle de la Bolduc et c'est le sujet de sa chronique aujourd'hui. Spécifions pourquoi. Parce que... Mais c'est pas un grand fan de films québécois. J'aime les films surtout pas québécois. Ce style-là, ça n'a pas l'air ton style du tout. Écoute, quand tu m'as dit la semaine passée, OK, regarde, j'aimerais ça que tu parles de la Bolduc, j'ai pas vu la bande-annonce de la Bolduc. Je savais à peu près rien sur le film. Et en général, dans ce temps-là, c'est là que ça me surprend. Puis... Tu savais, je pense, à peu près rien sur le personnage, mis à part les chansons dans le temps des fêtes. J'ai vu le film de 1992, Madame la Bolduc. Voyons, pour qui tu me prends? Y avait-tu un film? Mais c'était pas sur la Bolduc. Oui. Oh mon Dieu, je savais pas ça. Puis lequel t'as préféré? J'ai préféré celui-là. Bien, quoi que celui de 92, ça fait quand même un petit peu de temps, je m'en rappelle plus vraiment. Là.
Mais par contre, j'ai été agréablement surpris de ce film-là. C'est sûr que... C'est sûr que... Oui, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai plus ou moins aimées. Écoute, Debbie Lynch White, celle qui interprète la Bolduc, je la trouve excellente. La réalisation, elle est bonne. Le scénario est un problème, par contre. Moi, j'ai trouvé que le scénario est un problème. En fait, on se rejoint. Attendez, une affaire à la fois. Donc, vous êtes d'accord sur le fait que Debbie Lynch White a fait une super performance, probablement qu'elle va être nominée au Juno. C'est quoi les... En fait, elle sera nommée probablement au Gala du cinéma Québec, qui s'appelait auparavant les Jutras, dont malheureusement j'ai une mémoire qui flanche présentement. Mais en plus, elle a appris à turluter. Au prix écran. Elle a appris à jouer du violon pour ça. Oui, exactement. Oui, c'est pas comme virtuose, mais elle a quand même appris. Mais moi, j'ajouterais aussi Émile Proulx-Cloutier qui joue le rôle de son mari Édouard. Oui. Il est acteur de soutien, mais tellement important. Il est magistral, encore une fois. Moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est qu'on parle de beaucoup de choses. D'un côté, il y a la biographie de la Bolduc. D'un autre côté, on voit un peu l'époque, comment c'était. Ouais. Il y a aussi le féminisme qui commençait. C'est vraiment durant la dépression. Oui, c'est une partie du film. Et le féminisme commençait déjà. C'est ça. Je pense que dans quelques années d'ici, on va voir ce film-là de la Bolduc comme un film de son époque. Une époque où, justement, on veut de plus en plus, on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un film qui reflète notre époque. Est-ce que ça va bien vieillir? Peut-être que non, à cause de ça. Ouais. Et moi, ce que j'ai plus ou moins aimé dans le film, c'est qu'au début, ça commence, puis c'est une des filles de la Bolduc qui parle et qui dit à un moment donné, bon, ben, je lui ai pardonné finalement, je vous raconte son histoire. Mais non, on n'a pas besoin de ça. On veut pas la fille de la Bolduc en voix off qui nous explique, voici la Bolduc et voici son histoire. Non, on le sait. À un certain moment, je te dirais, le quart ou le tiers du film, la Bolduc, bon, un accident d'auto, elle est malade. Et tu sais, est-ce qu'on a besoin de la voir pendant ce qui semblait être une vingtaine de minutes? Peut-être que ça l'est moins ou plus, mais en tout cas, est-ce que c'est nécessaire de voir dans un film d'1h40 la Bolduc comme souffrir, là, elle perd la mémoire, elle se rappelle plus, puis là, elle est à l'hôpital? On n'a pas besoin de ça. Des longueurs. En tout cas, mon avis à moi, tu sais, ça aurait juste pu... on aurait pu beaucoup plus focusser sur... Ses succès, déjà là que ça commençait bien. Elle avait un son absolument unique, surtout pour l'époque. Je pense que son père était irlandais, quelque chose comme souches ça. irlandaises. Donc, elle avait un mix de Gaspésie puis de l'Irlande. Mary Travers, c'est son vrai nom avant de s'appeler Madame Bolduc. Moi, je pense que si ce film-là a été fait dans... C'est sûr que c'est pas juste fait dans un but commercial, mais admettons qu'on le sait au Québec, il y a un bon box-office à aller chercher avec ce genre de film-là. La Bolduc est la preuve. Ici, c'était un petit peu ça, le but de la chose. Moi, je trouve ça parfait. Il faut arriver, je pense, au Québec avec un bel équilibre entre des films d'auteur et des films commerciaux. Je pense qu'on n'y est pas du tout arrivé, mais il faut comprendre qu'il y a une différence, puis il faut faire un peu des deux. Et si la Bolduc, c'était un petit peu ça le but, bien, je suis heureux. Et pas juste des comédies aussi. Oui. Bien, souvent, les films commerciaux québécois, c'est des comédies avec Patrick Huard et Louis-José Hood. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci infiniment. Là, c'est vrai, c'est bel et bien terminé. La dernière émission avec toi, Alex. Là, c'est le temps de broyer. Bien, c'est le temps de brailler, si vous voulez brailler. Non, mais j'ai le goût. Pour vrai, je suis très émotif. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce show-là durant les 2 dernières années et demie ici à TV Laval. Je veux remercier tous les membres du personnel, les réalisateurs, Alain, Mike, il y a Daniel, il y a les chroniqueurs, des chroniqueurs habitués comme Nicolas Vincent Poirier et compagnie, auxquels je me suis lié d'amitié. Stéphane Ducharme aussi, auquel je salue. Je veux saluer aussi Manon, notre recherchiste qui travaillait toujours d'arrache-pied pour nous trouver des bons sujets, des bonnes chroniques, des bonnes entrevues. Eduardo Dacosta, salutations. Puis vous autres, c'est sûr, j'ai appris les rudiments, alors je m'en vais dans une nouvelle chaîne de télévision. Vous allez peut-être me revoir, la Vinette, à TVA très bientôt. Alors, je veux vous souhaiter vraiment une très, très belle édition, encore une fois, qui se poursuit tout l'été de TV Laval. Et toi, d'ailleurs, merci de m'avoir bien accueilli comme ça. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Alex? Tu vas bien aller, t'es tellement excellente. Il va y avoir bien plus de silence.
Ouais. Non, mais on est tous très fiers de toi, Alex. Ben merci. C'est vrai que Je suis je triste parle. de te perdre, mais je suis fière de toi quand même. Ben merci infiniment. C'est une Merci belle infiniment. promotion pour toi. Oui, c'est une belle étape de vie. On saute dedans avec, oui, le sentiment triste un peu, puis le goût de ne pas vouloir partir, mais en même temps plein de projets, plein de belle énergie aussi qui m'anime présentement, qui m'habite. Alors, c'est un amalgame de choses pour vous dire merci beaucoup, puis continuez de vous impliquer à votre TV. On a besoin de bénévoles puis de gens comme vous. Et Alex, voudrais-tu pour la dernière fois annoncer le bingo? Tellement, si tu savais comment ça me tente. Et d'ailleurs, telle une voix tonitruante, et de manière inopinément, je vais vous le dire. C'est tellement beau. Alors, vous pouvez gagner 3 500 $ et 2 000 $ la carte pleine. Et tout ça en jouant au bingo TV Laval. Et vous gagnez pas un T-shirt. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci, puis à bientôt. Voilà, c'est le mot de la fin.